Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Hyperland, qui est l'environnement de bureau que j'utilise actuellement sur mon Linux. Alors, cette vidéo, on va la séparer en deux parties. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi moi j'utilise Hyperland, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi cet environnement de bureau plutôt qu'un autre, et ensuite on verra ensemble une installation de A à Z. Alors, je tiens à le préciser, je vous mettrai un petit chapitrage, donc si vous n'êtes intéressé que par une seule partie, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous intéresse, ne vous forcez pas à tout regarder. Alors d'abord, pourquoi moi j'ai choisi Hyperland? Il y a trois raisons à cela. La première, c'est que c'est un Tiling Window Manager, donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec i3, et aujourd'hui je n'arrive plus du tout à m'en passer. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler de ce terme-là, un Tiling Window Manager, c'est un environnement de bureau sur lequel les fenêtres vont automatiquement occuper l'entièreté de l'espace qui est disponible. Donc si j'ouvre une première fenêtre, elle prend tout l'écran, j'ouvre une autre fenêtre, l'écran va se diviser en deux, et on aura une fenêtre de chaque côté. Si je continue à ouvrir une nouvelle fenêtre, l'espace va se subdiviser, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas le problème que j'ai classiquement sur un système d'exploitation classique, qui est que les fenêtres s'empilent et qu'après, avec la souris, on est obligé de se les déplacer pour essayer d'avoir à peu près quelque chose de cohérent. Là, directement, tout est placé correctement par défaut. En plus de ça, on a un système de bureau virtuel qui permet d'organiser les fenêtres en fonction de ce que l'on veut. Moi, typiquement, j'ai sur le bureau numéro 2 tout ce qui est lié au terminal. Sur le bureau numéro 1, j'ai tout ce qui est éditeur de code. Et sur le bureau numéro 3, mon navigateur. Et facilement avec le clavier, je peux passer d'un bureau à l'autre. Je trouve ça super pratique. La seconde raison qui me fait utiliser Hyperland, c'est que la configuration est très bien faite et on peut l'adapter facilement à ses besoins. Trop souvent, sur des applications Linux, le problème c'est que c'est mal documenté et on galère à trouver les informations qui nous intéressent. Là, la documentation explique toutes les options, elle explique ce que font chacune des options et l'impact que ça peut avoir, et on a même des petits tips pour quelques cas particuliers, comme par exemple l'utilisation de NVIDIA, qui est jamais un truc très pratique. En plus de ça, on a tout un système d'animation qui permet de faire en sorte que ça donne un look un petit peu moderne en environnement, et ça c'est plutôt cool. Et c'est tout à fait optionnel, donc si vous n'êtes pas fan des animations, vous pouvez les désactiver, il n'y a aucun problème. Enfin, la troisième raison qui me fait utiliser Hyperland, et c'est la raison qui est la plus importante à l'heure actuelle, c'est que j'ai récemment fait l'acquisition de cet écran-là, qui est un écran 4K, et donc pour l'utiliser correctement, il me faut mettre en place du scaling, parce que si je laisse par défaut la résolution, toutes les fenêtres sont trop petites. Et par défaut, les environnements de bureau sont basés sur le protocole X11 qui ne gère pas correctement un font scaling différent d'un écran à l'autre. Et vu que j'ai des écrans qui n'ont pas les mêmes résolutions, c'est problématique pour moi. Dans le cadre d'Hyperland, il se repose sur le protocole Wayland qui est un petit peu plus moderne et qui permet justement de gérer ça. Donc on peut avoir une fréquence d'image mais aussi un scaling différent d'un écran à l'autre. Et ça, c'est nécessaire, en tout cas pour moi, pour mon utilisation. Donc voilà pour les raisons qui font que moi j'utilise Hyperland. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment l'installer. Donc on va partir pour cela d'une distribution EndeavourOS et je vais utiliser une petite clé USB pour créer un truc bootable et ensuite je vais le faire démarrer sur un autre ordinateur et je vais vous montrer l'installation de A à Z. Je tiens à le préciser, si vous essayez d'utiliser Hyperland sur une machine virtuelle, faites attention parce qu'il est nécessaire d'avoir un processeur graphique pour l'utiliser. Si vous n'avez pas de GPU, moi j'ai essayé par exemple de l'installer sur Hyper-V sur mon Windows, ça clignotait, c'était un enfer. Donc si vous voulez le tester, mieux vaut le faire sur une vraie machine. Donc dans mon cas, j'ai choisi EndeavourOS parce que ça permet d'avoir un Live ISO qui a une interface graphique et pour l'installation, je trouve ça un petit peu plus simple. Donc je l'ai déjà téléchargé, j'ai utilisé des torrents pour ça, comme quoi il y a une utilisation légale des torrents. Et j'ai aussi téléchargé Rufus qui va me permettre de créer la clé USB démarrable. Donc pour Rufus, j'ai pris directement la version portable, je n'avais pas forcément envie d'installer quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, j'ai Rufus et j'ai aussi EndeavourOS dans la dernière version. Donc je vais démarrer Rufus. Je vais choisir l'ISO, donc je vais aller sélectionner la version d'EndeavourOS qui m'intéresse. Je laisse toutes les options par défaut, faites bien attention à bien choisir votre clé USB, n'allez pas formater votre disque dur par erreur, ça serait bien dommage, et je clique sur démarrer. Automatiquement il m'affiche cette pop-up là, alors vu que j'ai pas forcément envie d'y comprendre grand chose, je laisse l'option par défaut et je clique sur OK. On m'indique attention, il va reformater les informations. Donc oui, moi je suis d'accord, c'est bien ma clé USB, vérifier une troisième fois si c'est nécessaire, et je clique sur OK. Automatiquement, il va supprimer et il va formater, ça se fait relativement rapidement. Une fois que c'est fait, je clique sur fermer et je vais déconnecter ma clé USB pour la brancher sur mon autre ordinateur qui me servira à installer EndeavourOS et du coup Hyperland.
Donc lorsque l'ordinateur démarre, j'appuie sur F2 et Supr, je ne sais pas quelle touche fonctionne exactement, donc j'appuie un petit peu de manière excentrique dessus et j'arrive sur ce BIOS. Donc là, ça va dépendre de votre configuration. Donc moi, je vais en mode Easy. Je vais ensuite aller dans le boot menu et je vais choisir manuellement de démarrer sur ma clé USB à ce niveau-là. Automatiquement, ça me permet de choisir des choses. Donc moi, je vais ici utiliser la version avec NVIDIA, mais là, peu importe, c'est juste le Live ISO qui va nous permettre de gérer justement l'installation. Donc je suis accueilli avec cette petite fenêtre. Nous, on va choisir directement de démarrer l'installeur, parce que c'est ce qu'on veut faire. On choisit une installation online, même si ça n'a pas forcément trop d'importance ici. Il va nous poser des questions, donc moi je vais répondre ici que effectivement je suis français, je suis sur la région Europe centrale, donc ça c'est pour l'heure. Je vais choisir un clavier AZERTY. Je choisis de ne pas mettre d'environnement de bureau, parce que là on va faire une installation d'Hyperland à la main. Et ensuite, par défaut, il y a plein de paquets qui peuvent être installés. Nous, on va désactiver la partie Firewall. Si on a besoin, on installera les choses manuellement, sachant que vous pouvez toujours installer les choses plus tard. Je vais désactiver le Spell Checker. Je n'installe pas Firefox par défaut, on le réinstallera pas après. Les applications recommandées, je vais désactiver. Les applications Endeavour, on va les laisser activer. Et dans les applications de base, pour le bureau, on désactive X11 parce que nous, on va utiliser Wayland du coup. Les drivers GPU, on va désactiver parce qu'il n'y a pas ceux de NVIDIA qui nous intéressent. Pour le réseau, on va laisser les choses cochées parce que sinon on arrivera sur un système où on n'aura pas de réseau, donc ça sera embêtant parce qu'on n'aura pas Internet. Pour le package management, on décoche, j'installerai les choses manuellement. L'intégration de bureau, je décoche aussi. Le file system, ça peut être intéressant si vous travaillez par exemple avec des partitions NTFS, donc ça à la limite on va le laisser. Les polices par défaut, on va supprimer. L'audio, on va supprimer parce que ça me permettra de vous montrer ce qu'il faut installer pour que l'audio fonctionne. Niveau hardware, on va laisser ce qu'il y a par défaut. Niveau Power Management, on va laisser aussi. Et pour le CPU, on va garder que la partie Intel parce que ici, je suis sur un processeur Intel. Si vous êtes sur un processeur AMD, ben, vous adaptez. Donc là, je suis plutôt satisfait. Je clique sur Suivant. Il me demande ensuite de choisir le bootloader. C'est ce qui va permettre de démarrer notre OS. Vu que je connais pas trop le système des boots, moi, je vais utiliser le Grub que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, on arrive sur la partie où on doit choisir les disques durs et formater les choses. Donc là, faites bien attention à pas faire n'importe quoi parce que vous pourriez effacer vos données. Donc moi j'ai deux disques durs SSD, le premier c'est celui sur lequel j'ai Windows que je ne veux pas effacer, donc je vais sélectionner le second. Pour le second, je vais choisir d'effacer le disque parce que j'ai aucune donnée sensible dessus et je ne choisis pas d'avoir du swap. Donc faites bien attention à bien vérifier le disque. Je fais ensuite Suivant. Je choisis mon nom d'utilisateur, ici je vais mettre Jonathan, je vais choisir le nom de mon PC, ici on va mettre PC et ensuite on va choisir un mot de passe, donc là vous mettez un mot de passe sécurisé. Ensuite, vous pouvez cocher cette case-là, même si ça n'a pas d'importance dans le cas de notre installation. Je clique sur Suivant, et là, on me propose un petit récapitulatif. Donc faites bien attention à bien vérifier que vous formatez le bon disque dur et ne pas effacer vos données. C'est ça qui est important. Je clique sur Installer, et je clique sur Installer maintenant. Et à partir de là, l'installation va se faire. Donc là, vous le laissez faire, ça peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend un peu du système. Une fois l'installation finie, je vais cocher la case Redémarrer maintenant, et je vais cliquer sur Terminer. Mon ordinateur va redémarrer. On va arriver sur le Grub d'Endeavour OS. Donc on choisit l'option par défaut où on laisse le temps s'écouler et il va démarrer automatiquement. Vu qu'on n'a pas choisi d'environnement de bureau, on ne va pas arriver sur une jolie interface qui va nous accueillir. On va arriver sur cette interface un petit peu austère de terminal. Donc je me connecte en rentrant mon identifiant et mon mot de passe. Et on va pouvoir installer des choses qui vont nous permettre d'utiliser Hyperland. Donc on va avoir besoin de trois choses principalement. Donc pour cela, on fait un pacman-s et on va installer Hyperland. On va installer aussi Kitty, qui est un terminal, qui est celui qui est utilisé par défaut sur Hyperland. Si on ne l'installe pas, on va arriver sur un environnement où on peut ouvrir aucune fenêtre, ce qui est un peu dommage. Et on va installer aussi SDDM, qui va nous permettre d'avoir un Display Manager. Donc c'est ce qui va nous accueillir en nous demandant de nous connecter. Et cette commande, on va la taper en sudo, histoire de pouvoir faire l'installation. Il me pose une question sur ce qu'il doit utiliser pour récupérer certaines polices. Donc moi, je vais laisser l'option par défaut et j'accepte d'installer toutes les dépendances. Une fois que c'est installé, on va activer le service SDDM. Donc pour cela, on fait sudo systemctl enable et on va activer sddm.service. Et on va ensuite le démarrer. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de nous accueillir. Donc on voit que l'écran devient noir et on a maintenant notre petite interface sur laquelle on va pouvoir se connecter. Petit détail, ici, on peut choisir le type de session que l'on veut utiliser. Donc nous, on va utiliser Hyperland classique.
Je vous avouerai que l'autre option, je ne sais pas encore trop bien l'utiliser, donc on va rester sur un système qui utilise systemd. Voilà, donc une fois que je suis satisfait, je me connecte et je vais automatiquement arriver sur l'environnement de bureau Hyperland. Alors pour le coup, ça ressemble pas à grand chose, on a juste un fond d'écran et on a ici une petite information. Donc ça, c'est un petit panneau qui s'affiche à chaque fois qu'il y a une mise à jour parce qu'il y a potentiellement des changements. Et du coup, ça vous permet d'avoir le changelog et de voir ce qui a changé. Donc je vais cliquer sur Thanks et on va pouvoir ouvrir notre première fenêtre. Pour cela, on fait le raccourci Windows plus Q. S'il ne se passe rien, comme c'est le cas chez moi, c'est que vous êtes en QWERTY. Donc vous faites Windows plus A. Et là, j'ai une fenêtre par défaut de Kitty qui s'ouvre, donc c'est le terminal. Et si j'en ouvre une autre, l'écran se sépare en deux. Si j'en ouvre encore une autre, ça se sépare, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous voulez fermer une fenêtre, vous faites Windows plus C, ou vous tapez Exit dans le terminal. Premier truc que moi je vais faire, c'est que je vais mettre le clavier en français pour éviter les désagréments. Donc pour cela, j'utilise Nano. Alors attention, vous devez remplacer les Q par des A. Et ensuite, je fais .config. Alors pour faire le point, je crois que c'est la touche 2 points. Et ensuite, je fais config et je fais tab. Je vais ensuite chercher hypr, je fais tab et je vais modifier le fichier hyprland.conf. Dans ce fichier-là, je vais faire un CTRL F et je vais aller rechercher kb underscore. Alors là, il ne trouve rien parce qu'effectivement, le underscore fait un 8. Donc je vais faire juste kb. Et on va tomber sur cette partie-là, kb layout, et on va mettre du coup, nous, fr. Sinon, on aura le clavier en anglais et c'est pas pratique. Je peux faire un CTRL-O pour sauvegarder. Je choisis d'écrire dans le même fichier et automatiquement, ça va redémarrer la configuration d'Hyperland. Vous n'êtes pas obligé de vous déconnecter, reconnecter. C'est ça qui est cool avec Hyperland. Dès que vous modifiez le fichier de configuration, il s'adapte. On a un petit message en haut pour nous dire que ce fichier a été automatiquement généré. Si vous voulez changer ce message, il faut aller au début du fichier hyperland.conf et on va changer une option qui s'appelle auto-generated, qui est à 1 par défaut, ça on va le mettre à 0. Et là encore une fois, je sauvegarde. Autre petit détail, pour passer d'un bureau à l'autre, on a des raccourcis. Donc tous les raccourcis sont dans la partie bind. Donc si je descends un petit peu, hop, voilà, on a tout le key binding. Et par défaut, ça utilise ces touches-là. Le problème, c'est que vu qu'on est passé en AZERTY, ce n'est plus la touche 1, 2, 3, mais ampersand et EACute et ce genre de choses. Donc là, on va devoir changer ces raccourcis-là. Quelqu'un m'a donné pendant que je faisais un live Twitch une petite astuce. Vous pouvez mettre ici code 2.10 parce que c'est le code de la touche numéro 1. Pour la touche numéro 2, vous mettez code 2.11 et vous comprenez le principe. On va continuer à faire ça pour l'ensemble des touches. Et je vais faire la même modification sur les lignes un petit peu plus bas qui permettent de déplacer une fenêtre d'un workspace à l'autre. Et après, je vais vous expliquer comment on peut justement naviguer au clavier dans le cadre de Hyperland. Et dernière petite modification, tout en haut là, je vais rajouter un autre raccourci que moi j'aime bien utiliser. Donc on utilise main mode, donc ça c'est la touche Windows par défaut, c'est ce que l'on a ici au-dessus. Et je vais mettre, lorsque je fais Windows plus F, je veux que tu fasses un full screen state. Et je veux que tu mettes la valeur 3. Ça permet d'alterner entre un mode full screen et un mode pas full screen. Je sauvegarde la configuration. Et si maintenant je fais Windows plus 2, ça va sur l'écran numéro 2, Windows 3, l'écran numéro 3, et Windows 1, je reviens sur cet écran. Si je fais Windows Shift et 2, ça me permet de déplacer le terminal sur lequel je suis sur le workspace numéro 2. Et si je reviens sur le workspace numéro 1, j'ai rien. Et aussi, je peux naviguer entre les fenêtres en faisant Windows plus gauche pour aller à la fenêtre de gauche, Windows plus bas pour la fenêtre du bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, des raccourcis que j'aime bien rajouter à ce niveau-là, c'est faire en sorte que lorsque je fais la touche Super plus Shift plus gauche, j'ai envie de déplacer la fenêtre vers la gauche. Donc pour cela, je lui dis, lorsque je fais Windows Shift plus gauche, je veux faire un Move Window hors groupe et je vais modifier ça vers la gauche. Et après, je peux faire la même chose pour les autres flèches. Je vais sauvegarder mes préférences et si maintenant je fais Windows Shift droite, ça me permet de déplacer la fenêtre sur la droite. Windows Shift haut, si j'ai plusieurs fenêtres, c'est vers la gauche et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là sur cette configuration de base. On reviendra dessus pour un petit peu gérer le thème ou autre. Ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est la documentation. Donc je vais installer Firefox. Donc je vais faire un sudo pacman-s. On va installer Firefox. Donc je rentre encore une fois mon identifiant. Il nous demande une dépendance. On va laisser la dépendance par défaut. Et on va installer l'ensemble des packages. De mon côté, je vais faire une petite modification hors écran. Je vais modifier la configuration de Kitty pour grossir la taille des polices dans le terminal parce que là, c'est un petit peu trop petit
et ça sera un petit peu mieux aussi pour vous, pour votre visibilité. Donc on va lancer Firefox directement au niveau du terminal. Donc on voit que la fenêtre se sépare en deux. Et ce que je voulais vous montrer, c'est toute la documentation d'Hyperland. Donc si vous cherchez Hyperland doc, par défaut on a toutes ces pop-up qui s'affichent, c'est un peu l'enfer. Voilà. Ça, je vais faire un Windows Shift 3 pour le mettre sur le troisième workspace. Et vous avez ici toute la partie wiki où on vous explique toute la configuration. Donc par exemple, pour voir la partie key binding, ben, c'est là où on nous explique un petit peu tout le fonctionnement. Et vous pouvez trouver des exemples de ce que vous pouvez faire. Pareil, pour la partie master layout et le système de layout, vous avez tout qui est documenté à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc tant qu'on est sur la doc, nous, on va faire quelque chose d'important, c'est que je suis ici sur un processeur NVIDIA. Donc il y a toute une configuration particulière pour NVIDIA. Si on cherche, voilà, c'est ici. Donc pour NVIDIA, on va commencer par installer les drivers. Donc moi, je vais installer le driver NVIDIA classique parce que je n'ai qu'un seul kernel. Je n'utilise pas à la fois le kernel LTS et le kernel normal. Sinon, il faudra installer NVIDIA DKMS. Vous avez aussi les drivers open source. Moi, je choisis d'utiliser les drivers NVIDIA, même s'ils sont fermés, parce qu'ils contiennent les dernières fonctionnalités. Une fois que l'on aura installé les drivers, on va devoir modifier la configuration pour mettre en place ces variables d'environnement. Donc tout de suite, moi, je vais aller modifier du coup mon fichier. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal. Je vais toujours le faire avec Nano. On installera un éditeur un petit peu plus tard et on va éditer la configuration d'Hyperland. Donc je vais chercher la partie environnement. Voilà, et juste après ça, je vais venir mettre les deux lignes. Je ne sauvegarde pas pour l'instant parce que d'abord il va falloir que j'installe les drivers. Donc à ce niveau-là, je fais un sudo pacman-s NVIDIA. Je rentre mon mot de passe et on est parti. Je procède à l'installation. Donc attention, ne coupez surtout pas l'installation d'NVIDIA en cours parce qu'il va modifier le kernel pour mettre justement le driver à l'intérieur. Si jamais vous coupez à cette étape-là, vous allez flinguer votre kernel et après vous êtes obligé de redémarrer depuis la clé USB, de refaire une restauration, c'est pas ultra pratique. Donc surtout ne faites pas un petit CTRL-C random à ce niveau-là. J'ai une petite alerte à la fin parce que normalement il y a une petite alerte qui vous dit il faut redémarrer, mais c'est pas grave, l'installation c'est quand même bien faite. Donc maintenant, dans la configuration de Hyperland, je vais sauvegarder mes modifications. Alors je vais en profiter ici pour installer quelques petits trucs en plus avant de faire un petit redémarrage. Je vais installer NeoVim, c'est ce qui va me permettre d'éditer les fichiers. Il y aura une coloration syntaxique, ça sera un petit peu plus agréable. Je vais installer aussi Fish qui va remplacer mon shell par défaut. Et je vais installer Ya qui est une alternative à Pacman qui permet de chercher en plus dans le Arc User Repository. Pour utiliser le shell fish par défaut, je fais la commande chsh-l, ça me permet de lister les shells qui sont disponibles. Et je vais faire un "-s pour changer le shell de mon utilisateur courant. Et je vais lui dire, je veux utiliser user bin fish. C'est quelque chose qui va fonctionner pour tout le système, mais qui ne fonctionnera pas dans le cadre de Kitty, parce que Kitty utilise plutôt une variable d'environnement. Donc pour cela, je vais faire un sudo nvim/etc, et on va modifier le fichier environment. Et à l'intérieur, je vais rajouter une nouvelle variable qui est le shell et je vais lui dire je vais utiliser user bin fish. Et l'éditeur, je vais utiliser NeoVim maintenant par défaut. Je sauvegarde la modification et lorsque je redémarrerai et que j'ouvrirai une nouvelle fenêtre de terminal, ça démarrera par défaut sur fish. Ok, donc là on va faire un petit reboot parce qu'on a quand même installé un driver graphique. Donc histoire de s'assurer que tout fonctionne bien, on va rebooter. Donc je fais un sudo reboot et mon ordinateur va démarrer. Donc je me réidentifie, et là normalement vous devriez avoir votre écran qui fonctionne, hein. Sinon ça veut dire que vous avez complètement flingué les drivers NVIDIA et c'est pas top. Alors premier truc que l'on va faire, c'est qu'on va fixer quelques petits problèmes que l'on a, notamment au niveau de Firefox. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal, lancer Firefox. Donc là on voit au passage que je suis bien sur Fish. Je vais mettre ça sur le troisième écran. Je vais choisir ici de ne pas avoir la traduction, c'est un enfer, par défaut ça demande ça tout le temps. Et on va aller sur YouTube s'écouter un petit peu de musique. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de son. Donc effectivement, on n'a installé rien pour gérer la partie audio. Donc pour installer l'audio, on va avoir besoin de Pipewire et ensuite je vais installer PavuControl qui va me permettre de gérer le son et où est-ce que ça sort. Et le problème, c'est que PavuControl, il est fait pour Pulse Audio. Il ne va pas fonctionner par défaut avec Pipewire. Donc on va avoir besoin d'installer une couche de compatibilité. Donc je fais ya-s, on installe Pipewire. Donc ça c'est le truc principal pour l'audio, c'est du bas niveau. Pipewire
Pulse, qui va permettre d'assurer la compatibilité avec les outils qui fonctionnent avec Pulse Audio, et Pavue Control. Je rentre mon mot de passe et j'installe l'ensemble des dépendances. Une fois que ça va être installé, je vais démarrer Pavue Control. Donc par défaut, on voit qu'il dit « Connexion à Pulse Audio, veuillez patienter ». Si vous n'avez rien, c'est que Pulse Audio n'est pas correctement démarré. Donc à ce niveau-là, je fais un systemctl --user start et on va démarrer Pipewire. Ensuite, je vais démarrer Pipewire-pulse et enfin, je vais redémarrer Pavue Control. Cette fois-ci, on voit que ça charge et ça affiche ensuite les différentes sorties disponibles. Donc moi, dans mon cas, j'ai un écran qui est en HDMI et du coup, normalement, le son peut sortir de cet écran-là. Donc je vais quitter Firefox et on va le relancer. Alors, malheureusement, je n'ai pas de moyen de le lancer à la volée, donc on va le relancer en ligne de commande. Donc je le ramène sur l'écran numéro 3, je vais regarder mon historique et je vais aller chercher Chill Up Radio. Donc je n'ai toujours pas de son, donc je vais revenir au niveau de Pavue Control. Et là, je vois qu'il y a du son, mais qui sort pas forcément sur la bonne sortie. Donc je vais lui dire, il faut utiliser cette sortie-là par défaut. Et là, je ne sais pas si vous l'entendez à travers mon micro, mais on a bien le son de Firefox. Donc on a réglé ce problème-là. Le second problème qu'on va avoir, c'est un peu plus spécifique, c'est si vous voulez faire du partage d'écran. Donc par exemple, si vous avez des réunions et que vous voulez faire un partage d'écran pour vous montrer pourquoi vous avez un problème ou faire une petite démo, par défaut, ça ne va pas fonctionner. Contrairement à X11 qui permet aux applications de faire un petit peu n'importe quoi et d'accéder à l'entièreté de l'écran, sur Wayland, les choses sont beaucoup plus sécurisées. Ce qui fait que si jamais quelqu'un essaie de partager l'écran, ça va le bloquer. Donc là, je fais une petite réunion, je clique sur partager l'écran, j'ai la petite pop-up qui s'affiche ici, je clique sur autoriser, mais il ne se passe rien. Donc pour gérer ce besoin-là, il faut installer un portail. Donc si vous cherchez RDG Portal, on va chercher ça sur la doc de Arch. Vous allez tomber sur cette page-là. Et en fait, il va falloir installer un petit outil qui va permettre à notre navigateur et à n'importe quelle application qui va vouloir faire du partage d'écran de communiquer avec Wayland pour dire « Hey, j'aimerais bien avoir accès à l'écran ». Donc dans le cadre d'Hyperland, on a justement un portail. Donc on va installer ça. Donc je vais me rendre sur mon terminal. Je vais couper Pavue Control parce que ça c'est bon, c'est géré. Et je vais faire un ya-s et je vais installer XDG Desktop Portal Hyperland. Et je valide. Ensuite, il faut modifier une variable d'environnement pour que les systèmes soient capables justement de détecter quel environnement est utilisé. Donc pour cela, on peut copier cette ligne-là. Hop, je vais copier jusqu'à ça. Hop. Et ce qu'on peut regarder, c'est vérifier déjà si la variable XDG courante desktop, elle sort la bonne valeur. Donc pour cela, je fais un echo $XDG underscore courante underscore desktop. Et on voit que ça me donne Hyperland. Donc si je tape cette commande-là, automatiquement, ça remplacera ici le XDG courante desktop par Hyperland. Je tape cette commande, il ne va rien se passer. Mais si maintenant je reviens sur Firefox et que j'essaie de faire un partage d'écran, donc je clique ici sur partager mon écran, je clique sur autoriser, je vais avoir une pop-up qui est la pop-up générée par Hyperland qui me permet de sélectionner qu'est-ce que je veux capturer. Donc là je vais partager l'entièreté de mon écran et on voit que le partage d'écran fonctionne. Histoire que ça fonctionne systématiquement, je vais modifier la configuration de Hyperland pour lancer cette commande au démarrage. Donc je vais remodifier la config d'Hyperland et je vais chercher une partie exec. Voilà, donc on a les exec-ons qui permettent de démarrer des applications au démarrage de Hyperland et je vais rajouter un exec-ons et je vais mettre la commande que je viens de taper. Donc c'était celle qui était disponible à ce niveau-là. Et je sauvegarde. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va redémarrer pour voir si la gestion du son et aussi la gestion du portail fonctionnent par défaut lors d'un redémarrage. Donc je refais un petit coup de sudo reboot. Donc le son sort bien, donc c'est impeccable, c'est-à-dire que les choses démarrent bien. Et côté partage d'écran, hop, je reclique sur partager et j'ai bien la pop-up. Ok, donc ça, c'est bon, ça fonctionne.
Alors le petit problème que j'ai depuis tout à l'heure, c'est que à chaque fois que je veux lancer une application, je suis obligé de le faire depuis le terminal et on va pas se mentir, c'est pas très pratique. De la même manière, il me manque aussi un outil pour explorer mon système pour pouvoir accéder aux fichiers. Donc on va installer ces deux trucs-là. Donc dans un nouveau terminal, je vais faire un IA-S. On va installer Tunar. Là, ça sera mon gestionnaire de fichiers. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Ça n'a vraiment pas d'importance. Une fois que c'est installé, je vais modifier ma configuration Hyperland pour pouvoir lui dire que lorsque j'appuie sur la touche Windows plus E, ça exécute un truc qui s'appelle le File Manager ici. Donc ça, c'est une variable qui est écrite plus haut. Moi, je vais directement lui dire, il faut que tu exécutes Tunar. Dès que je fais Windows E, j'ai maintenant Tunar qui s'ouvre. Ensuite, on va installer le lanceur d'application. Donc, dans un nouveau terminal, je fais un IA-S et on va installer Rofi-Wayland. Donc, c'est la version Wayland de Rofi. Si je veux voir à quoi ça ressemble, je peux taper la commande Rofi. Si vous la tapez juste comme ça, vous aurez une alerte qui vous dira qu'il vous manque un argument. Donc, je fais échappe. Et en fait, quand on tape Rofi, il faut choisir dans quoi on va chercher. Donc là, on met un tiret chaud des run. Ça permet de chercher dans les applications desktop. Et là, je peux taper l'application que je veux et la lancer. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à ce niveau-là, je vais lui dire, lorsque tu exécutes les choses, lorsque tu fais un Windows R, je veux que tu exécutes Rofi-chaud des run. Si maintenant je refais Windows R et je fais Firefox, je peux lancer rapidement Firefox. Si on veut une apparence un petit peu plus jolie, vous pouvez modifier la configuration de Rofi et charger la configuration lorsque vous tapez cette commande-là. Alors pour vous donner un exemple avec ma configuration, donc je vais aller sur Firefox. Moi j'ai un GitHub sur lequel je mets l'ensemble de mes .files, c'est-à-dire tous les fichiers de configuration qui me servent pour mes applications Linux. Et ça peut vous permettre d'avoir de l'inspiration. Il y a beaucoup de développeurs et même de personnes qui font ça, donc n'hésitez pas à explorer les configurations d'autres personnes, ça peut vous inspirer. Donc moi pour Rofi, j'ai tout mis dans la partie Hyperland. Donc à ce niveau-là, vous avez un dossier Hyperland et Rofi et on a deux fichiers. On a un fichier de configuration qui permet d'expliquer ce qu'on doit afficher et un fichier pour le thème qui permet de choisir les couleurs. Donc moi je vais prendre ce fichier-là et on va aller le placer dans la configuration de Rofi. Donc je vais créer un nouveau dossier dans .config qui va s'appeler Rofi et ensuite je vais aller créer un fichier qui va s'appeler thème.rac. À l'intérieur, je colle ce que j'avais au niveau de GitHub. Je vais aussi créer un autre fichier que je vais appeler config.razi et à l'intérieur, je vais y mettre le code qui se situait ici. Ça va vous permettre d'avoir une apparence un petit peu plus sympa. Donc je me mets en mode insertion, je copie-colle et au niveau de ma configuration Hyperland, lorsque je lance Rofi, je vais rajouter un drapeau -config et lui dire d'aller chercher la config dans le dossier .config /rofi/config.raci. Je refais un Windows R et j'ai maintenant cette apparence-là. Et dès que je tape une application, j'ai l'icône et c'est un petit peu plus joli. J'ai en revanche pas les icônes qui s'affichent en dessous, parce que là j'utilise une police particulière dans mon cas qui est JetBrains Nerd Mono. Vous pouvez l'installer si ça vous intéresse ou changer la police pour adapter. Les polices Nerd, ce sont des polices qui contiennent des icônes, donc c'est très pratique pour ce genre d'interface. Donc je fais un IA-S ttf-jetbrain et on va voir ce qu'il me propose. Et moi je vais prendre Mono Nerd. Voilà. Je l'installe. Et si maintenant je refais Windows R, on voit qu'on a des petites icônes ici. Donc ça me permet par exemple de chercher dans l'historique ou de chercher des fichiers assez rapidement. Bon, concrètement je l'utilise assez rarement, mais voilà, c'est cool. Mais vous voyez que j'ai un petit lanceur qui a une apparence sympa. Autre petit point, c'est que là, je passe d'un bureau à l'autre, mais j'ai pas forcément un indicateur visuel pour m'indiquer sur quel bureau je suis. Donc on va installer une petite barre que l'on va mettre en haut et qui nous permettra d'avoir des informations sur notre système. Donc là, il en existe aussi pas mal, mais nous, celle que l'on va utiliser, elle s'appelle Waybar. Donc à ce niveau-là, je vais faire un IA-S et on va installer Waybar. Une fois que c'est installé, si vous voulez le lancer, vous tapez juste la commande Waybar et vous allez avoir cette barre qui va s'afficher en haut de l'écran. Donc par défaut, elle n'est pas super élégante, mais vous pouvez en chercher un petit peu sur Internet pour avoir des exemples. Donc si je me rends sur Waybar sur le GitHub, vous allez avoir un wiki et dans la partie wiki, on va avoir des exemples qui vous montrent quelques styles par défaut. Donc ça peut être intéressant pour avoir une base de départ.
Donc là, par exemple, dans les exemples que je vois, celui que j'aime bien, c'est celui-ci. Donc je vais dans Config and Style, je vais prendre le premier, je vais aller dans WebAR, et on a différents fichiers. Donc je pense qu'ils ne servent pas tous. Nous, on va prendre le config.jsonc, et on va le copier, et on va aller le placer dans le dossier de WebAR. Alors, est-ce que on a déjà ce dossier-là? Config, non, donc on va le créer. Donc mkdir.config/WebAR. C'est là que la configuration de WebAR va être recherchée. Je vais faire un nvim et on va créer un nouveau fichier dans le dossier config WebAR et on va l'appeler config.jsonc. JSONC, c'est du JSON avec la possibilité d'écrire des commentaires, ce qui est intéressant. Donc je copie-colle directement le code, là je ne vais pas m'embêter. Et je vais aussi en profiter pour copier la partie CSS, donc ça c'est ce qui permet de gérer la mise en page. Donc pareil, je refais nvim et ici je vais créer un fichier style.css. Une fois que c'est fait, lorsque je vais relancer WebAR, il va avoir une apparence complètement différente. Donc la petite particularité de cette version-là, c'est qu'on a ici les différents workspaces. Donc on voit que lorsque je me déplace de workspace à workspace, ça me permet de changer l'indicateur ici. Là, on a des actions pour rapidement faire des opérations pour éteindre son ordinateur. Là, on a le titre de la fenêtre et après, ici, des informations sur le système. Pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne, vous pouvez remodifier le fichier JSON de configuration. En fait, on va avoir d'abord différents modules, des modules à droite, à gauche et au milieu. Et ensuite, pour chaque module, on va pouvoir préciser des préférences. Donc, par exemple, pour les icônes des différents bureaux, eux, ils mettent des icônes par défaut. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi pour, par exemple, dire le bureau numéro 3, c'est le bureau où j'ai le navigateur. Le bureau numéro 2, c'est là où j'ai le terminal. Et après, vous avez comme ça plein de choses. Pour, par exemple, le verrouillage, vous voyez qu'il utilise une span avec une couleur. Donc, ça, c'est du vieux HTML, mais qui est supporté par ce système-là. Et lorsque l'on appuie dessus, il va lancer la commande hyperlock qui permet de locker les choses si on avait hyperlock d'installer. Si je veux enlever ce truc-là, si je ne veux pas permettre de verrouiller mon système, il me suffit ici de supprimer ça. Et dans ce cas-là, ça disparaîtra de WebAR. Donc pour le coup, là, après, il faut regarder un peu la documentation pour voir les différents modules qui sont disponibles par défaut et voir ensuite ce que l'on peut faire pour des modules personnalisés. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la partie batterie, je vais désactiver le Bluetooth. Pulse audio, on va le garder. Backlight, ça ne me sert à rien. La température, la mémoire et le CPU, je m'en fiche. Mais par contre, l'horloge, ça m'intéresse. Pour le module au centre, moi, je vous avouerai que je m'en fiche d'avoir le nom de la fenêtre. Au contraire, je trouve ça un peu déstabilisant. Donc, je ne vais rien mettre. Pour que ça démarre avec le système, je vais devoir modifier ma configuration Hyperland. Là où j'avais mis le exec-once au tout début, hop, on va rajouter aussi un exec-once pour démarrer WebAR. Et c'est tout ce qu'on va faire. Donc pour l'instant, on va le démarrer sur un autre terminal et on va l'oublier. Mais j'ai pas envie de redémarrer. Donc là, on est plutôt pas mal, ça commence à prendre forme. On va encore installer un dernier petit truc utilitaire, c'est pour la gestion du réseau. Là, on a la possibilité de regarder si on a un Wi-Fi ou non. Mais on aimerait bien pouvoir peut-être gérer un peu plus en profondeur le réseau. Donc pour cela, on va installer le network-manager-applet. C'est quelque chose qui va permettre d'aller dans la barre des tâches et qui va permettre de gérer le réseau. Donc je rentre mon identifiant, je clique sur OK. Voilà. Et là, je vais le démarrer manuellement en faisant nm-applet. Donc vous voyez que j'ai une petite icône qui s'affiche ici. Et si je clique dessus, voilà, c'est pas forcément super visible, mais je peux aller modifier les connexions, ce qui permet de gérer les connexions, en ajouter, gérer le Wi-Fi, tout ça, tout ça. Donc ça, je trouve ça extrêmement pratique. Et ça, du coup, on va le mettre au démarrage. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Voilà, on va remodifier la configuration, non pas de WebAR, mais de Hyperland. Et on va lui dire au démarrage, il faut que tu démarres nm-applet. Donc on va dans les exec-once. Et on duplique cette ligne-là pour faire un nm-applet. Et dernier petit point système, c'est la gestion des notifications qui par défaut là n'est pas gérée. Vous pouvez normalement faire un notify-send et mettre un message pour tester ça. Et vous voyez que par défaut, il vous dit il y a une erreur des bus, je ne sais pas où envoyer les notifications. Donc pour gérer les notifications simplement, moi j'utilise Dunst. Donc vous faites un ya-s Dunst
Et maintenant, si je fais un Notify Send, voilà, j'ai cette petite notification. Vous pouvez aussi styliser et tout ça, mais vu que moi, je n'ai pas forcément tant de notifications que ça, j'ai laissé un peu le style par défaut. Mais voilà, vous pouvez aller configurer ça. De manière générale, n'hésitez pas à explorer ma configuration pour voir un petit peu ce que j'ai fait. Ouais, quoique, en fait, j'ai une petite configuration pour Dunst. Faites par contre attention, dans ma configuration, vu que j'utilise plusieurs écrans, il y a souvent des références à des écrans. Donc si vous la copiez-collez, il y a de fortes chances que ça ne marche pas pour vous. Si je vous donne un exemple, par exemple avec Webar, dans Webar, j'ai un output. Et en fait, dans le JSON, c'est un tableau avec plusieurs objets. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs barres par écran. Donc faites attention, ça ne sera pas forcément la même chose pour vous. Mais par contre, vous pouvez vous inspirer de certaines choses si par exemple vous voulez copier mes icônes pour les workspaces, ce genre de choses. Donc là, il faudra adapter la partie output en fonction de votre situation. Alors maintenant, on va parler de trucs un poil plus particuliers, des raccourcis clavier que moi j'aime bien utiliser et que souvent ça manque un petit peu. Alors moi, dans ma configuration Hyperland, j'ai une configuration qui est séparée en plusieurs fichiers. C'est-à-dire que dans mon hyperland.conf, vous voyez que j'ai tout en bas une source et je vais sourcer plusieurs fichiers différents, ce qui me permet justement de pouvoir avoir une configuration mieux organisée. Typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une touche pour faire une capture d'écran. Ça, c'est quelque chose qui sert souvent. J'utilisais Flameshot, mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas sur Wayland. Donc maintenant, j'utilise une combinaison de Grim, de Slurp et de WLCopy. Alors, WLCopy, c'est ce qui permet de faire une copie dans Wayland. Je ne sais pas si c'est installé par défaut. Non. Donc, on va l'installer. Donc, je fais un ya-s, on installe Grim, Slurp et WLCopy. Alors d'ailleurs, WLCopy, je crois qu'en fait, le package s'appelle WL Clipboard. Donc je rentre mon identifiant, j'appuie sur OK, et ensuite, je vais copier ce petit raccourci-là. Donc je bind ça sur la touche Imprime écran, et je vais aller modifier ma configuration Hyperland. Donc on va retourner dans la partie Bind. Voilà, et on va le mettre ici. Je sauvegarde. Et si maintenant je fais imprime écran, mon écran devient un petit peu opaque, je peux faire un tracé. Et si je vais sur, on va aller sur Photopea ou n'importe quel truc qui permet de coller des choses, je peux directement coller mon image. Donc pour faire des captures d'écran, c'est assez pratique, c'est le truc le plus simple que j'ai trouvé. Autre petit truc intéressant, c'est le Color Picker. Vous avez la possibilité, avec Hyperland, il y a un Hyper Picker qui permet d'avoir un Color Picker disponible quand on veut. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Donc ça ressemble à ça. Donc pareil, pour l'installer, c'est très simple. Ya-s, Hyper Picker. Donc attention, il n'y a jamais le E dans les packages Hyper. Et ensuite, pour le lancer, il faut créer un petit raccourci. Moi, le raccourci que j'utilise, je crois que c'est Windows plus C. Et la commande, c'est hyperpicker-A. Le -A permet de copier dans le presse-papier quand on sélectionne une couleur. Donc là, pareil, dans mes raccourcis, je vais venir rajouter un autre raccourci. La touche Super plus C, ça lance ça. Attention en revanche, ça va venir en conflit avec ce raccourci-là. Donc ce raccourci-là, moi, pour kill une application, j'aime bien utiliser Q plutôt que C. Q comme quit, je trouve que ça me semble logique. Et pour le terminal, j'aime bien utiliser la touche Return, donc la touche Entrée. Voilà. Comme ça, si maintenant je reviens sur mon Firefox, je peux faire Windows C. Je peux sélectionner une couleur, par exemple ce vert-là. Et si je vais dans mon terminal, je peux directement la coller. Donc ça, c'est très pratique aussi pour copier rapidement des choses. Autre petit point intéressant, si vous faites Windows S, vous voyez que votre écran va devenir un petit peu opaque. Et si vous faites Windows S, il redevient normal. Donc cette touche Windows S, elle permet en fait d'aller sur un workspace spécial. Par exemple, si je fais Windows S, je peux ouvrir un explorateur de fichiers et il sera dans ce workspace spécial. Si je veux le rendre flottant, je peux faire un Windows V. Et là, comme ça, ça me permet d'avoir accès à un système de fichiers dans un workspace spécial. Typiquement, moi, ce que je fais, c'est que je mets souvent la calculatrice sur ce workspace. Ça me permet d'y accéder facilement depuis n'importe où. Sachant que ce workspace est indépendant du workspace sur lequel vous êtes. N'importe où, si je fais Windows S, il va s'afficher. Donc si vous avez besoin d'une fenêtre qui est en surimpression et de temps en temps vous avez besoin d'y accéder depuis n'importe où, ça peut être intéressant. Donc d'ailleurs, là maintenant, on va en profiter pour parler un petit peu plus en profondeur de la configuration d'Hyperland pour avoir quelque chose d'un petit peu plus exploitable. Alors d'abord, pour la personnalisation générale, vous avez toute une partie, je crois que ça s'appelle thème, où on va chercher animation plutôt, ça doit être dans ces trucs-là. Voilà, donc si je remonte un petit peu, je vais me mettre en plein écran ici.
On a tout ce qui est décoration, on a tout ce qui est général ici. Donc vous pouvez gérer le gap qu'il y a entre les fenêtres et le gap autour des fenêtres. Donc moi typiquement j'aime pas trop qu'on ait tant d'espace que ça. Vous pouvez changer la taille de la bordure, la couleur de la bordure et c'est des dégradés, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez avoir le resize on bordure, moi j'aime bien l'avoir à trous. Donc ça permet de redimensionner une fenêtre en faisant un glisser-déposer comme ça. Donc ça c'est pratique. C'est surtout pratique aussi sur les fenêtres flottantes. Vous pouvez changer le layout qui est utilisé par défaut. Ensuite, vous pouvez changer la décoration. Donc ça, c'est à quoi va ressembler vos fenêtres. Donc typiquement, par exemple, l'arrondi, moi je suis pas forcément fan de l'arrondi par défaut. Vous pouvez changer l'opacité des fenêtres actives ou inactives. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez mettre du blur, des ombres. Voilà, je vous laisse adapter. Vous avez la partie animation. Donc c'est là où c'est intéressant. Par défaut, il y a des animations. Vous voyez, quand je passe d'un workspace à l'autre, il y a une sorte de fade. Donc toutes les animations sont personnalisables suivant ce que vous voulez faire. Moi, typiquement, pour les workspaces, je ne mets pas cette animation de fade, mais j'ai plutôt une animation de slide fade. Et dans ce cas-là, si vous allez d'un bureau à l'autre, vous avez cet effet glissant. Le problème, c'est que si vous avez un écran un peu large, l'effet de glissement n'est pas top. Donc vous pouvez choisir un pourcentage. Et dans ce cas-là, les fenêtres elles glissent d'un petit peu moins. Donc moi, j'ai fait cette configuration avec 10%, je trouve que c'est sympa. Mais vous pouvez aussi carrément complètement désactiver les animations si ça ne vous convient pas. Si on descend un petit peu plus en bas, on a cette partie avec Window Rule. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très très pratique, qui va permettre en fait de mettre des règles en fonction des fenêtres. Par exemple, il y a certaines fenêtres où vous ne voulez pas avoir d'effet d'animation. Par exemple, Rofi, vous voulez qu'il apparaisse plus instantanément. Donc vous pouvez comme ça gérer des règles à ce niveau-là. Si je vous donne un exemple, j'ai envie par exemple que l'explorateur de fichiers il soit en mode flottant. Je peux faire un Window Rule, je vais choisir Float. Donc ça veut dire que je veux que l'élément soit en flotte. Et je vais lui dire, je le fais pour toutes les applications qui ont comme classe. Et on peut mettre une expression régulière. Donc moi, je vais lui dire, toutes les applications Tunar sont flottantes par défaut. Si maintenant j'ouvre une fenêtre de Tunar, on voit qu'il apparaît comme ça au-dessus et il n'apparaît pas sur le côté. Donc ça peut être plutôt cool. Moi, j'ai pas mal de configurations à ce niveau-là. Donc si vous regardez dans mon .file, j'ai un fichier Window Rules où j'ai toutes les règles. Là, j'ai des règles qui permettent de forcer certaines applications à être sur certains workspaces. Je désactive des animations pour des fenêtres, notamment liées à JetBrains. Pour les file pickers, je change certaines choses. Donc, vous pouvez vous inspirer et me reprendre certains trucs. Il n'y a aucun souci. Petit détail particulier, si vous voulez avoir des informations sur une fenêtre, vous pouvez utiliser la commande hyperctl et vous rajoutez clients. Et ça vous permet de lister toutes les fenêtres. Et dans les clients, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir la classe, donc ce qui vous permet d'identifier une application qui est lancée. Donc après, vous avez la configuration de Dwindle. Dwindle, c'est ce qui permet de gérer l'affichage des fenêtres. Moi, je crois que j'ai juste rajouté quelque chose ici. Vous pouvez rajouter Force Split. Et je vais mettre ici la valeur 2, ce qui permet de toujours split sur la droite. Sinon, par défaut, en fait, il split en fonction de la position de votre souris. Si je fais un exemple ici, si j'ai la souris à gauche et que j'ouvre une nouvelle fenêtre de terminal, elle apparaît à gauche. Si j'ai la fenêtre à droite et que j'ouvre une nouvelle fenêtre, elle va apparaître à droite. Si ce n'est pas forcément un comportement que vous voulez, vous pouvez changer, donc là moi je mets 2, et automatiquement, si je suis à gauche et que je fais Windows plus entrée, ça ouvre à droite quoi qu'il arrive. Si je réouvre ici, ça ouvrira en bas. Donc c'est toujours droite et bas. Donc moi c'est plus naturel, donc là moi j'ai tendance à mettre cette configuration là. Du coup de Force Split. Si vous avez besoin de plus d'informations, c'est très bien fait parce qu'il y a des liens qui sont directement dans le fichier, donc ça vous permet de voir un peu comment ça fonctionne. Mais sinon, vous pouvez vous rendre sur la documentation et vous avez toutes les options. C'est ce que je vous disais au début, moi je trouve ça très cool parce que tout est expliqué, donc le moindre problème que l'on a, il y a une solution parce qu'on comprend ce qu'on fait et on ne tape pas des trucs un peu au hasard. Enfin, on va finir sur les options un petit peu générales. Donc là, on va mettre 0 pour ne pas avoir le fond d'écran par défaut, parce que bon, moi je suis pas forcément fan. Hein. Et ici, on va désactiver le logo Hyperland et on va mettre True. Si vous voulez changer le fond d'écran de votre système, vous pouvez installer un package supplémentaire qui est HyperPaper. Et ensuite, vous pouvez changer la configuration pour choisir le fond d'écran que vous voulez utiliser. Donc on fait un ya-s, on va installer HyperPaper. Voilà, je rentre mon identifiant. Et ensuite, on va remodifier la configuration d'Hyperland pour pouvoir justement démarrer ça avec le système. Donc je reviens dans la partie exec-ons et on va rajouter un démarrage et on va démarrer HyperPaper.
Au niveau de la configuration, c'est plutôt simple, il faut juste spécifier le chemin du wallpaper que l'on souhaite utiliser dans le fichier yprpaper.conf qu'on mettra dans le dossier ypres. Donc à ce niveau-là, je vais aller sur un nouveau terminal, je vais faire un nvim, on va toujours aller dans le dossier de config Hyperland et on va faire yprpaper.conf. Donc je vais coller ce que j'avais écrit. Donc moi j'ai déjà un fond d'écran que j'ai mis dans le dossier wallpaper. Alors il est dans Images et c'est wallpaper.jpg. Donc on a d'abord une partie preload qui permet de précharger l'image. Donc ça c'est intéressant si vous voulez osciller entre plusieurs wallpapers. Moi c'est pas mon cas. Et ensuite wallpaper où on précise quel fond d'écran on veut. On peut préciser sur quel moniteur on le veut. Et ensuite le fichier préchargé. Donc je sauvegarde et si je lance la commande à la main, vu que là je ne vais pas redémarrer pour ça, j'ai comme ça le fond d'écran qui s'affiche et qui est dans le fond de mon système. Voilà, donc c'est plutôt simple, il n'y a pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. Et enfin, pour finir, on va changer le thème de notre système pour que Tunar change d'apparence. Donc Tunar est basé sur GTK, donc il nous faudra un thème GTK. La première chose qu'on va installer, c'est l'application ndwg-look qui va nous permettre de changer l'apparence de notre système. Ensuite, je peux le lancer directement en tapant nw dans mon Rofi. Et je vois que par défaut, je n'ai pas de thème. Donc à ce niveau-là, je vais installer, je vais faire un ya-s. Alors je crois que de souvenir, c'est ArcGTK. Et on va installer le ArcGTK thème EOS qui est disponible dans les packages de EndeavourOS. Donc je l'installe. OK. Je redémarre maintenant GTK Settings. Et je peux choisir Arc, Arc Dark, Darker ou Lighter. Moi, je vais choisir Dark. Et je vais ici préciser que je veux utiliser un thème Dark par défaut. J'applique, et si je réouvre Tunar, il est maintenant foncé. De la même manière, si je vais sur GitHub, maintenant il détecte que je veux du Dark Mode, et l'application est passée en Dark Mode. Voilà, donc ça c'est la dernière petite configuration. C'est intéressant de le faire parce que sinon, votre système il reste en Light Mode. Je voudrais peut-être finir sur une petite aparté sur certaines applications qui ne supporteraient pas Wayland. Donc au niveau de mon système, je vais choisir d'installer par exemple Visual Studio Code. Donc je vais installer Code et ensuite on va le lancer. Donc c'est par défaut pas Visual Studio Code mais c'est la version open source. Donc à première vue on n'aura pas forcément de problème, sauf si peut-être si vous êtes sur un écran avec une grosse densité de pixels, vous allez avoir des textes qui vont pas être super nets. En fait, si je relance la commande yprctl clients et que je regarde la liste des fenêtres, on va chercher la fenêtre qui correspond à Visual Studio Code. Et vous allez avoir un drapeau qui s'appelle X-Wayland. Ce drapeau permet de préciser si la fenêtre utilise une couche de compatibilité avec le protocole X. Donc dans le cadre de VS Code, par défaut, en fait, il ne va pas supporter Wayland et il va démarrer en mode X11. Et il y a une couche de compatibilité qui s'appelle X-Wayland qui permet quand même à l'application de fonctionner. Donc des applications qui ne sont pas fonctionnelles sur Wayland vont quand même pouvoir marcher. Le problème, c'est qu'il y a certaines choses qui ne vont pas être bien comprises, comme par exemple la gestion du scaling ou autre. Donc là, il faudra voir au cas par cas s'il y a toujours possibilité de faire fonctionner votre application sur Wayland ou non. Si je cherche par exemple ici VS Code, Ozone et Wayland, alors je cherche parce que je sais déjà ce que je veux rechercher, mais il y a des drapeaux que l'on peut utiliser au niveau de Visual Studio Code et sur la plupart des applications qui utilisent Electron, c'est ces drapeaux-là qui permettent de le démarrer en mode Wayland. Donc si je reviens au niveau ici, je vais quitter mon VS Code, voilà, je vais le relancer, donc cette fois-ci en terminal, en rajoutant les deux petits drapeaux. Donc il dit que les drapeaux ne sont pas compris, mais si je regarde maintenant hyperctl clients et que je recherche mon Visual Studio Code, on voit que le X-Wayland est à 0. Là maintenant, j'ai démarré VS Code en utilisant justement Wayland et il est supporté. Donc faites attention. C'est important parce que si jamais vous avez des résolutions particulières, vous allez avoir une typo qui va être dégueulasse. Donc c'est ça. Si vous êtes sur un éditeur, par exemple de JetBrains, ils sont en train de supporter Wayland. C'est un petit peu plus lent par contre. Mais vous pouvez activer un drapeau qui est celui-ci. Et ça vous permettra d'avoir le support de Wayland par défaut. Mais il y a quelques petits inconvénients, comme par exemple le fait que le glisser-déposer ne fonctionne pas. Donc parfois ça peut valoir le coup de garder quand même l'application sur X-Wayland.
D'ailleurs, je n'en ai pas forcément parlé, mais pour ce qui est de la densité de pixels et du scaling, si je vous montre la configuration, je crois que moi je l'ai dans monitors.conf. Ici, en fait, je précise que, attendez, je vais zoomer de fou, je précise que ce moniteur-là, c'est mon moniteur BenQ, il a un scaling à 1.6. Je peux aussi en profiter pour changer la fréquence d'image écran par écran. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Si vous êtes dans un setup multi-écran, vous pouvez configurer les choses individuellement. Et ça, c'est très très pratique. Et cette seconde option-là, elle me permet en fait de dire, si jamais on a une application Xwayland, n'essaie pas d'appliquer le scaling à 1.6. Je préfère zoomer dans l'application. Voilà, donc si jamais vous avez des petits problèmes, c'est à ce niveau-là qu'il faudra faire de la configuration. Ou utiliser les petits drapeaux comme je vous ai montré pour forcer l'application à être lancée en mode Wayland. Et là, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous montrer sur Hyperland. Donc comme vous le voyez, c'est un environnement de bureau qui est plutôt élégant, qui de base fonctionne bien. Il n'y a pas des tonnes de choses à installer pour arriver à le faire fonctionner correctement. Après, c'est à vous de voir quelle quantité de choses en plus vous voulez avoir. Mais de base, avoir un système fonctionnel, c'est assez simple. Après, je trouve que c'est très intéressant au niveau de l'utilisation générale. La navigation au clavier, je la trouve pratique. Le fait de pouvoir activer, désactiver des animations et de les personnaliser, c'est super intéressant. Le workspace spécial, pareil, c'est un truc que j'ai découvert qui est plutôt cool. La possibilité de gérer le layout en profondeur pour que ça s'adapte à ce que l'on veut. La documentation qui est bien faite, moi concrètement je suis tombé un petit peu amoureux de cet environnement-là. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a des mises à jour, ce n'est pas encore une version stable, donc il y a potentiellement des choses qui peuvent changer au niveau de la configuration. Donc au pire vous avez la pop-up, mais à chaque fois qu'elle apparaît, n'hésitez pas à regarder les changelogs pour voir ce qui a changé, et ça vous évitera des petites surprises. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop chiante, vous aura permis de découvrir cet environnement, de vous découvrir surtout aussi comment l'installer, parce que c'est souvent ce qui fait un petit peu peur, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!